sur le poste pour vous indiquer que l'enregistrement est lancé. Et si vous cliquez sur non, vous allez être éjecté de la réunion. C'est juste pour vous prévenir. Dans tous les cas, bonjour à tous et à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire de présentation de la campagne Choisir avec soin en gériatrie. Un webinaire qui est porté dans le cadre des travaux de la Société française de gériatrie et de gérontologie en partenariat pour la région Pays de la Loire de Calirel Santé. C'est un webinaire qui va être principalement animé par le professeur Anne-Sophie Bourreau. Je vous laisse vous présenter Anne-Sophie qui représente pour la région Pays de la Loire la Société française de gériatrie et de gérontologie. Bonjour à tous, je suis Anne-Sophie Bourreau, donc je suis médecin gériatre au CHU de Nantes. Je travaille depuis un moment, je suis peut-être certains d'entre vous qu'on se connaît peut-être sur la région. Habituellement, je travaille sur des problématiques cardiovasculaires et puis là, c'est dans le cadre de la démarche de la SFGG sur la pertinence des soins et cette démarche de choisir avec soin qu'on va vous présenter, qui m'a semblé assez intéressante, ce qu'on a développé donc cette démarche sur la région. Donc, merci vraiment d'être là et merci de votre intérêt que vous portez sur cette démarche qui, enfin, on va le voir, hein, mais semble très pertinente sur le sujet et pas forcément très longue à mener, donc d'autant plus intéressante. Merci Anne-Sophie. Alors pour ceux qui éventuellement sont connectés et qui ne connaissent pas Calirel Santé, donc il y a une partie qui a l'habitude de travailler à nos côtés. Donc Calirel Santé, c'est la structure régionale d'appui à la qualité des soins et la sécurité des patients en région Pays de la Loire. Et pour tous les professionnels des établissements de santé qui seraient éventuellement connectés, il est important pour vous de savoir que chaque établissement de santé participe euh, aux activités de Calirel Santé. Donc, dans tout le déroulement de la campagne, notamment l'accès à la plateforme en ligne, c'est déjà une plateforme en ligne qui est utilisée par les établissements en région. Et on y reviendra au cours de la présentation du projet. Le lien avec le référent de Calirel Santé, qui est souvent le référent qualité, le responsable qualité de l'établissement, sera bien entendu à opérer pour pouvoir lancer la démarche. Donc, nous allons animer ce webinaire à deux voix, enfin, principalement Anne-Sophie Bourreau pour vous présenter les éléments de contexte et de contenu de la campagne Choisir avec soin. Et peut-être pour débuter, Anne-Sophie, est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés des principes de cette démarche Choisir avec soin? Parce qu'on a la version étrangère, on a la version Choisir avec soin en France, qui n'est pas que sur la gériatrie, c'est plutôt une démarche globale d'approche de la pertinence des soins. Tout à fait. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de cette démarche en anglais, c'est Choosing Wisely, qui est une démarche qui est surtout portée par les Canadiens, mais qui existe depuis déjà quelques années, donc surtout en Amérique du Nord, et qui a été développée en France en 2018-2019, et puis après, avec le Covid, c'est un petit peu tassé. Et au niveau de la gériatrie, il y avait déjà eu tout un bilan qui a été fait en 2019 sur le principe, en fait, c'est de voir la pertinence du soin, savoir que la pertinence du soin est un levier pour la qualité des soins, pour le patient notamment. Et puis, ça peut permettre aussi, et pour pouvoir le faire correctement, il faut s'appuyer sur un dialogue avec le patient. Le raisonnement, c'est que faire au mieux, mais c'est ce qu'on fait déjà souvent en gériatrie, hein, faire au mieux ne veut pas dire qu'il faut faire absolument tout et prescrire tous les traitements, mais le faire avec la pertinence du bon soin pour le bon patient. Donc c'est déjà un raisonnement qu'on a en gériatrie, c'est pour ça que on est déjà assez sensibilisé à cette question. C'est une démarche qui a bien fonctionné en 2019 et qu'on relance cette année au niveau de la SFGG. Voilà, ce que je viens de vous dire en préambule, mais donc c'est ce qui était noté sur ces diapositives, c'est que la campagne, elle est surtout en Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada. Le Canada, on le voit peut-être parce que ils ont produit du coup des outils au sein de cette démarche qu'on a parfois réutilisés, des outils en français. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent du Canada pour cette démarche. Et ça vient des sociétés savantes américaines et canadiennes. Donc le principe, c'est d'identifier par spécialité 5 prescriptions sur lesquelles on sait qu'il y a c'est pas forcément des erreurs de prescription, mais des défauts de prescription en termes de
bonnes pratiques de prescription, c'est-à-dire certains médicaments qui sont prescrits à tort, parce que l'indication n'a plus lieu d'être, parce que la durée de prescription est plus longue que ce qu'elle était anticipée, parce que la dose n'est pas la dose adaptée. Et donc, on identifie 5 prescriptions, et sur ces prescriptions, on essaye de faire une petite phrase choc pour remettre la prescription dans son contexte et de proposer des algorithmes de des prescriptions si besoin, ou en tout cas de s'assurer que les prescriptions soient pour le bon patient et la bonne indication. J'ai pas la main, mais je veux bien que vous Si, si, passiez. oui, oui, je passe. Et donc, en France, en 2019, il y a eu quelques sociétés savantes qui ont essayé, alors, et ça n'a pas forcément beaucoup avancé. La SFGG a plutôt bien fonctionné, mais les autres sociétés savantes, ça a été plus compliqué. Et il y a eu une première série de recommandations sur certaines thématiques que vous avez peut-être vu passer, avec cette publication en anglais dans le BMC, mais aussi des publications faites par la SFGG sur ces petites phrases choc et puis c'est les outils. Ça a été diffusé au niveau national, mais ça a surtout été fait dans 2 régions, la Bretagne et la Bourgogne-Franche-Comté, où là, il y a eu vraiment tout le processus comme on va faire cette année, cette fois-ci, avec un processus d'évaluation des pratiques, des diffusions, des outils pour bien informer les prescripteurs des modalités de prescription et surtout d'avoir des outils de déprescription si besoin. Et puis, donc une deuxième évaluation des pratiques pour voir si ça a apporté ses fruits. Ça avait été fait donc en 2019 sur 2 régions. Au jour d'aujourd'hui, le groupe de travail de la SFGG est porté par le professeur Aline Corvol qui travaille à Rennes. D'ailleurs, je sais pas si elle est notée, mais c'est quand même elle qui est à l'initiative de tout ça. Et puis, on est plusieurs représentants par région pour essayer de mettre en œuvre, et en fonction des thématiques, voilà, on est assez nombreux. C'est en partenariat avec France Asso Santé, qui est une association d'usagers. Et ce qui est extrêmement important, parce que dans cette démarche, il faut que euh, le message soit aussi pertinent pour les usagers, parce que parfois dans la déprescription et dans les freins pour la déprescription, c'est l'usager qui ne veut pas forcément qu'on arrête ces traitements. Et donc, il faut aussi avoir une campagne auprès des usagers pour qu'on puisse avoir voilà, ce lien et cette discussion et faire des évaluations pour voir ce qui pose problème. Donc, c'est en partenariat avec France Asso Santé de ce côté-là. Et pour la région Bretagne qui nous a aidé aussi sur le côté méthodologique de la qualité, c'est avec l'équivalent de Galirel, mais en région Bretagne, qui s'appelle le CAPS. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot, Madame Terrien. Non, non, mais c'est parfait. Effectivement, pour ceux qui ont l'habitude de participer à nos campagnes régionales, dans le cadre des structures régionales d'appui, on mutualise certaines ressources. Et là, c'est bien le CAPS Bretagne qui a travaillé en collaboration avec la Société française de gériatrie et de gérontologie et qui a proposé de participer à cette campagne pour les autres régions. Ce qui fait qu'en région Pays de la Loire, bien entendu, la Société française de gériatrie et de gérontologie pilote en fait et porte cette campagne au niveau régional en collaboration et en partenariat avec Alirel Santé et notamment dans le cadre de notre mutualisation de ressources et d'outils d'IFORAP, dans le cadre de notre fédération nationale. Et vous allez le voir, on va mobiliser en fait notre plateforme habituelle pour ce type de campagne. Et comme ça a été très justement précisé, c'est une approche choisir avec soin qui embarque quand même un certain collectif de professionnels au-delà de la spécialité. Et c'est une campagne qui est soutenue par l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, notamment dans le cadre de l'Institut régional de l'amélioration de la pertinence des soins. J'ai, je crois, Fanny Jutier de l'Omédide qui est connectée aujourd'hui, puisqu'on parle quand même autour de la déprescription et un certain nombre de sujets en lien avec le médicament. On verra aussi que dans le cadre de la conduite de projet, le lien avec les référents pharmaciens sera probablement utile. Et puis, dans les recommandations qui vont vous être présentées, il y a une recommandation qui porte sur la décision partagée et pour lequel il y a eu une co-construction avec France Asso Santé au niveau Bretagne. Et j'ai aussi les collègues de France Asso Santé qui sont connectés, puisqu'il y aura aussi, pour cette recommandation précise, un accompagnement de France Asso Santé. Donc, dans tous les cas, on est sur une démarche vraiment globale et l'idée, c'est de pouvoir vous la présenter aujourd'hui et que vous puissiez en saisir, on l'espère, l'opportunité de la mettre en œuvre au sein de vos activités.
Alors, on n'est pas la seule région hein, à avoir suivi la Bretagne. On est sur un format de campagne interrégionale, ce qui veut dire qu'on est plusieurs régions à partir ensemble à décliner cette campagne en région, ce qui va nous permettre quand même d'avoir des données assez intéressantes pour avoir une image interrégionale du niveau d'appropriation de ces recommandations par les équipes, par les professionnels. Et puis, ça permet aussi de pouvoir partager les expériences et d'enrichir la boîte à outils et les ressources à disposition. Donc, on a quasiment l'intégralité des régions métropolitaines qui participent à la campagne sur cette fin d'année 2024 et début 2025. Alors, je vais tout de suite redonner la parole à Anne-Sophie Bourreau pour vous présenter ces fameuses 5 recommandations qui ont été travaillées par la Société française de gériatrie et de gérontologie et qui sont prioritaires dans ce choisir avec soin en gériatrie. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y avait un choix à faire sur les thérapeutiques qui peuvent en tout cas poser des difficultés en termes d'indication et de déprescription. Et alors, il y a eu une discussion hein, sur ces thérapeutiques, mais vu c'était plus, c'est pas tant sur le risque de la thérapeutique, mais c'était aussi sur le nombre d'individus à qui ça pouvait bénéficier. Et donc, on a choisi antipsychotiques, benzodiazépines, les IPP, toujours cette thématique des IPP qui revient souvent, et les bandelettes urinaires qui sont parfois faites avec des indications qui sont discutables, et donc un processus de prescription qui en découle, qui peuvent aussi être discutables. Sur le 5e item, c'est la décision partagée avec le patient ou ses proches. Et donc là, c'est l'item qui recoupe avec les usagers pour que cette décision de déprescription, si elle a lieu, soit faite en partenariat avec les usagers. Donc là, d'un point de vue plus médical, on sera peut-être moins impliqué tout de suite dans, dans cette recommandation. Les 5 recommandations, oui, je veux bien, si vous pouvez passer. Donc la première, donc ce que je vous disais, c'est qu'il y a une phrase pour essayer de cibler l'indication et les non-indications, voire la déprescription si besoin, par item. Donc pour les antipsychotiques, la phrase c'est en cas de symptômes psychocomportementaux chez les personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs, les antipsychotiques ne doivent pas être prescrits, ne doivent être prescrits qu'en dernier recours et pour une durée définie. Alors, vous verrez dans les recommandations, on a par exemple là ajouté syndrome démentiel. Il faut que cette recommandation elle puisse être lue par les professionnels de santé, mais aussi par les usagers. Et donc, parfois, on a adapté certaines ou ajouté quelques mots pour que ce soit compréhensible par tous. Parce que trouble neurocognitif majeur, c'est la terminologie qui est très médicale, mais qui n'est pas forcément connue de tous. Et donc, c'est pour ça qu'on a rajouté ce terme syndrome démentiel. Par la suite, donc là, c'est vrai que ça peut vous sembler assez logique, mais c'est pour poser la base. Et donc, par la suite, pour faire l'évaluation, là, ce qui va nous concerner au mois de janvier, c'est déjà de savoir il y a beaucoup de défauts et d'erreurs de prescription qui sortent de ces indications. Et donc, pour ce faire, il y a l'évaluation des pratiques qui se fait avec un questionnaire et un algorithme. On a essayé de les faire les plus simples possibles, c'est-à-dire qu'avec des réponses oui-non assez binaires, pour ce qui nous permet d'une part que ce soit facile à faire quand on est la personne qui le fait, et puis d'autre part d'avoir des indicateurs et de pouvoir calculer des proportions pour savoir si le nombre d'individus à qui ça correspond. Donc là, par exemple, pour les antipsychotiques, les patients concernés sont les individus de 75 ans et plus avec troubles neurocognitifs majeurs. Donc si dans les services, au moment où on fait l'évaluation des pratiques, vous avez des patients qui ne rentrent pas dans ces cases parce qu'ils ont 75 ans et plus, mais pas de troubles neurocognitifs majeurs. Donc tout de suite, ça arrête le questionnaire. Il faudra quand même le remplir. Ça nous permettra d'avoir un pourcentage d'individus atteints ou non atteints, mais ça s'arrête là. Et puis, pour chaque question, donc là, après, si l'individu a des troubles neurocognitifs majeurs, est-ce qu'il a déjà des antipsychotiques? Sinon, ça s'arrête là. Si c'est oui, est-ce que cette indication est vraiment pour les troubles neurocognitifs majeurs avec des troubles psychocomportementaux, donc les deux associés? Si c'est non, parce qu'il y a une autre pathologie, à ce moment-là, ça sort de ce contexte-là et donc on arrête le questionnaire. Si c'est oui, savoir dans quel contexte a été faite la prescription. Est-ce que c'est dans l'unité? Non, il y a toute une partie du questionnaire. Si c'est oui,
Est-ce qu'avant de le prescrire, il y a eu la recherche de facteurs déclenchants? Oui, non, on a renseigné. Est-ce qu'il y a eu des mesures non pharmacologiques qui ont été entreprises? Et si c'est le cas, ou pas d'ailleurs, est-ce que il y a eu une déprescription envisagée? Voilà. Donc c'est toutes ces étapes-là. Là, c'est pour faire un bilan au mois de janvier des pratiques et puis adapter les outils de déprescription en fonction de ces bilans-là si nécessaire. Je ne sais pas si vous voulez ajouter sur un élément, Madame Terrien, on peut passer à la suivante. Donc Non, pour non, les... on verra juste après comment c'est retraduit dans des grilles d'évaluation. Alors, c'est vrai que les algorithmes, du coup, sont pour comprendre les mécanismes de Oui, réflexion sur le choix de la pertinence. Mais dans les grilles d'évaluation, bien entendu, c'est des questions qui sont assez simples à répondre. Et quand la réponse est non et que c'est stop, du coup, il n'y a pas toutes les autres questions, bien entendu, oui. à évaluer. Pour ce qui est des benzodiazépines, la phrase, c'est en cas d'usage d'anxiolytiques ou d'hypnotiques, type benzodiazépine et apparenté, depuis plus de 3 mois, une dynamique de déprescription doit s'engager à partir d'un échange avec le patient. Consultation dédiée, consultation IDE, entretien pharmaceutique. Donc ça, c'est le bon usage. Après, est-ce qu'on arrive à le mettre en œuvre en pratique? Je pense que on a tous eu beaucoup de difficultés. Et donc, c'est pareil, là, essayer de voir en pratique le nombre d'individus qui ont ces traitements, donc patients de 75 ans et plus avec au moins un médicament à visée hypnotique. Non, ça s'arrête. Oui, ce qui risque d'être malheureusement une grosse proportion. Est-ce que c'est à visée anxiolytique, hypnotique et ou quel est le type d'hypnotique et d'anxiolytique? Il y en a certains qui seront, et là, on aura une liste, je pense que ce sera important. Je ne sais pas si elle est prévue, mais c'est la question que je me suis posée hier. En tout cas, ça sera important pour homogénéiser les réponses, qu'il y ait une liste pour pouvoir orienter sur l'un ou sur l'autre. Savoir si le traitement date depuis plus de 3 mois, oui ou non, et s'il date depuis plus de 3 mois. En théorie, il faudrait indiquer, il y a une déprescription indiquée, et là, on pose juste la question de savoir si la déprescription a été proposée, et si elle n'a pas été proposée, ou si elle n'a pas été réalisée, pour quelle raison. Et là, c'est important, c'est pareil, c'est pour pouvoir adapter les outils de déprescription qui peuvent être proposés, parce qu'on sait tous on sait très bien que parfois les médicaments ne sont pas indiqués, et pour autant, on ne va pas jusqu'à la déprescription pour de multiples raisons. Là, ça nous permettra de mettre en évidence les raisons de l'absence de déprescription et d'essayer de proposer des outils plus pratiques peut-être pour pouvoir ou plus diffusés à la connaissance de tous pour pouvoir initier une déprescription. Pour les IPP, c'est le même raisonnement, avec une phrase qui reprend l'indication, enfin, l'indication, en tout cas le délai. Tout traitement par IPP au long cours, on a défini le long cours par une durée de prescription supérieure à 8 semaines, doit faire l'objet d'une dynamique de déprescription si aucune indication ne persiste. Sur l'algorithme, on est à nouveau, est-ce que le patient a des IPP? Oui, non. Et on n'a pas mis de détails sur la dose et la molécule, puisque là, on est vraiment sur une question de classe. Non, on s'arrête là. Oui, est-ce qu'il les a de plus de 8 semaines? Il y a très peu d'indications avec les indications à plus de 8 semaines. Donc déjà, ça permet de faire le tri. Les traitements, donc plus de 8 semaines, en moins de 8 semaines, c'est souvent les ulcères. Donc c'est vrai que la question est un petit peu différente. Si le traitement est là depuis plus de 8 semaines, est-ce qu'il y a une indication? Là, c'est pareil, on fournira une liste d'indications, de recommandations, parce qu'il y a toujours des doutes sur les recommandations, notamment avec les antiagrégants plaquettaires. Donc, ça a été travaillé, il y aura une liste des indications retenues. Et si l'indication ne fait pas partie de celles qui ont été retenues, en théorie, il y aurait eu un processus de déprescription. Alors, indication non. On arrive à droite de la diapositive. La déprescription doit être envisagée. Est-ce qu'elle est envisagée? La déprescription d'IPPTEL en cours dans l'unité? Oui, donc là, ça veut dire que la démarche a été faite. Non, pour quelle raison on n'a pas pu faire la déprescription? Si la posologie, si l'indication persiste, il faut s'assurer que la posologie soit adaptée parce que c'est pareil, il y a des gens qui ont des posologies assez importantes qui n'ont pas lieu d'être malgré le fait qu'il y ait une indication. Et enfin, sur les bandelettes urinaires, en l'absence de symptômes cliniques urinaires, il n'y a d'indication ni à l'analyse d'urine, ni à un traitement antibiotique. C'est pour essayer de pallier
Bandelette urinaire et ECBU fait souvent très rapidement et donc on ne sait pas comment faire par la suite. Donc il y a eu deux situations qui ont été mises en évidence. Pour les individus qui résident en EHPAD ou en NSLD, savoir si c'est des questions de délai en fait, s'il y a eu une bandelette urinaire ou un ECBU réalisé dans les 30 jours. Et puis en aigu ou en SMR, savoir si ça a été fait dans les 7 jours. S'il n'y en a pas eu, bah, ça s'arrête, le questionnaire s'arrête. S'il y a eu un prélèvement de réalisé, est-ce qu'il s'agit d'un protocole préinterventionnel, puisque c'est vrai qu'il y a tout ce qui est, notamment les gestes urologiques, donc dans ces cas-là, on sort un petit peu de ce contexte. S'il n'y a pas eu de protocole préinterventionnel, est-ce qu'il s'agit de maladies métaboliques? On pourrait imaginer une bandelette urinaire pour protéinurie, par exemple, et donc à ce moment-là, l'indication n'est pas la même, et donc c'est oui, et ça s'arrête au questionnaire. S'il n'y avait pas de, s'il y a eu un prélèvement de réalisé mais qu'il n'y avait pas de pathologie métabolique, est-ce qu'il y avait des symptômes de pyélonéphrite ou des signes fonctionnels urinaires? Si c'était le cas, la bandette urinaire était indiquée, ça arrête le questionnaire. Si ce n'était pas le cas, à ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit le patient était en capacité de s'exprimer, euh, et le patient était, donc c'est au milieu, pardon. Si le patient est en capacité de s'exprimer, à ce moment-là, il faut voir s'il y a eu des antibiotiques de prescrits après cette bandette urinaire. Et si le patient n'est pas en capacité de s'exprimer, voir s'il y a eu des modifications de comportement et ce genre de choses. Donc là, l'objectif, c'est d'essayer de savoir le nombre de bandelettes urinaires qui ne sont pas pertinentes ou de CBU qui ne sont pas pertinentes et le nombre de patients qui ont des antibiotiques prescrits. Vous me dites si vous avez des questions. Enfin, en tout cas, vous pouvez, je pense, vous signaler Et si vous avez des j'ai mis questions. un petit message sur le chat pour ne pas hésiter à questionner sur les recours. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais on se donnera un temps à la fin de toute façon de la présentation pour répondre aux éventuelles questions. Sur Donc la, re- là, allez-y. sur Oui, la je pense que reco c'est mieux que vous décise- présentiez celle-ci. Sur la reco 5, décision partagée, donc c'est une recommandation, comme le disait Anne-Sophie Bourreau, qui est moins clinique, mais qui est très importante puisque c'est une recommandation sur la décision partagée en lien avec le patient ou le résident. Donc il faut savoir que c'est une recommandation qui a été élaborée par des représentants, proposée et élaborée par des représentants des usagers et qui vise à indiquer que dès les premiers jours d'hospitalisation ou d'entrée en EHPAD, un dialogue sur la nature des soins ou de l'accompagnement à mettre en place est instauré ou doit s'instaurer avec la personne concernée et avec son entourage, si elle le souhaite, afin que ces soins ou accompagnements reposent sur les besoins et attentes de la personne. Donc là, cette recommandation, les modalités d'évaluation sont sont assez différentes des autres recommandations, puisque c'est une recommandation qui va être évaluée au travers d'entretiens auprès des patients et des résidents qui sont inclus sur la période d'évaluation. Au cours de cet entretien, en fait, on a quatre dimensions qui vont être explorées. La participation du patient aux décisions sur ses soins, avec cinq questions, et il recueille l'expression de la personne accompagnée. Donc, de la même manière, on a des réponses binaires, en tout cas oui, non, oui, tout à fait, oui, plutôt, non, pas vraiment et non, pas du tout. Et sur certaines questions, elles sont un filtre pour aller directement à des questions plus ciblées. Donc, on a la participation du patient aux décisions sur ses soins, on a l'association des proches avec deux questions, le recueil de la personne de confiance, en tout cas l'information, la possibilité de désigner une personne de confiance, deux questions autour des directives anticipées. Donc ça se fait par entretien auprès des patients aux résidents. Et ce qu'on souhaitait aussi vous partager, c'est une modalité de recueil, en tout cas les modalités d'évaluation de cette recommandation peuvent être valorisées comme des PREMS, des recueils de l'expérience des patients ou des personnes accompagnées. Donc au total, 5 recours, 4 plus cliniques et une portant sur la décision partagée. Donc, ce qu'on vous propose, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de questions sur les recos, mais peut-être qu'il y en aura au fil du webinaire, c'est de vous présenter la façon dont ces recommandations vont être évaluées au travers de cette campagne interrégionale.
Alors, comme il vous a été présenté, il y a 5 recommandations, mais dans le cadre de cette évaluation, l'évaluation, le choix de là où les recommandations à évaluer sont au choix de l'équipe. Donc, pour résumer, soit l'équipe souhaite évaluer ces pratiques autour des 5 recommandations, ou fait le choix de n'évaluer qu'une, deux, trois ou 4 recommandations. La méthodologie, vous l'aurez compris, il y a une méthodologie pour les 4 premières recommandations et une autre approche pour la dernière recommandation. Donc sur la reco 1 à 4, on est sur un audit de dossier patient, un jour donné. C'est-à-dire qu'on va aller un jour donné reprendre les dossiers patients et identifier dans les dossiers les éléments d'évaluation. Et la reco 5, elle est réalisée au travers d'entretiens semi-dirigés, puisque ce n'est pas un questionnaire qu'on va demander de compléter aux patients ou aux personnes accompagnées, c'est un questionnaire qui va être exposé lors d'un entretien par un auditeur. Alors, qui est concerné par cette enquête? Bien, c'est l'ensemble des professionnels de santé qui prennent en soin des personnes âgées de plus de 75 ans, de 75 ans et plus, qui exercent en MCO, en SMR, en USLD ou en EHPAD. Alors, on a indiqué EHPAD en italique parce que, bien entendu, le recueil en EHPAD, il est forcément étroitement lié à sa faisabilité et notamment au temps médical pour permettre le recueil des recos 1 à 4. Mais on peut s'imaginer que la reco 5, l'équipe peut faire le choix de mobiliser la reco 5. Donc, pour les recommandations en lien avec les pratiques cliniques, eh bien, en fait, on est sur une sélection des dossiers. Donc, on va réaliser un recueil pour chaque personne âgée de 75 ans ou plus qui est hospitalisée ou qui réside dans le service le jour de l'enquête. Et l'objectif cible, c'est 30 recueils minimum par service. Alors, bien entendu, c'est une enquête un jour donné, mais on peut la répéter un deuxième jour si le nombre de lits ou de places est inférieur à 30. Dans tous les cas, la cible, c'est 30 recueils. S'il y a moins de 30 recueils qui est effectué, c'est pas dramatique. L'idée, c'est de viser les 30 recueils. Mais si pour des questions de faisabilité, les 30 recueils ne peuvent pas être réalisés, c'est quand même OK et ça permettra d'avoir déjà une évaluation des pratiques intéressantes. Pour l'évaluation de la RECO 5 sur la décision partagée, donc j'en ai donné quelques mots tout à l'heure. Donc on est bien sur une évaluation qui se fait au travers d'entretiens qui sont menés par les représentants des usagers ou les représentants des familles ou résidents auprès des patients ou résidents à partir d'un questionnaire, donc en entretien. Le rôle des professionnels de la structure qui va accompagner la mise en œuvre de cette évaluation va être principalement d'identifier les personnes à interviewer en lien avec les représentants d'usagers ou des familles, de pouvoir organiser ces entretiens au travers du recueil, bien entendu, de l'accord des personnes, de fixer la date, d'avoir un espace, un environnement qui permette de conduire l'entretien dans les meilleures conditions et d'accueillir les représentants d'usagers ou représentants des familles qui vont mener les entretiens dans le service le jour des entretiens. Pour cette évaluation de cette reco et d'ailleurs les autres évaluations, en fait, les réponses, elles sont saisies sur la plateforme IFORAP via un lien qui vous sera proposé. Et pour cette reco 5, on ne sera pas sur 30 entretiens. La cible, elle est de 10 entretiens si possible, mais bien entendu, à adapter en fonction de la faisabilité, notamment le nombre de représentants d'usagers impliqués et le nombre de patients ou résidents inclus dans cette évaluation. Dans tous les cas, les équipes qui choisiront de recueillir cette recommandation, on organisera un webinaire dédié, notamment dédié aux représentants des usagers, qui accepteront de mener les entretiens pour leur permettre de bénéficier de repères et ben, d'appropriation de la grille et des attendus de la grille d'évaluation. En matière de recueil et puis de production des résultats, donc le recueil des données, tout est enfin, informatisé, c'est-à-dire que la saisie des réponses, elle se fait via un questionnaire accessible en ligne qui est issu de la plateforme IFORAP.
Donc, c'est une plateforme qui est sécurisée et pour laquelle les établissements et les professionnels de la région ont l'habitude d'utiliser. Assez récemment, notamment parce qu'on est sur du recueil de données patients, c'est une plateforme dont les données sont hébergées sur un hébergeur données de santé. Et en pratique, ce sera un lien unique d'accès au questionnaire qui sera personnalisé par service engagé, qui sera généré par le référent de la campagne dans l'établissement via la plateforme IFORAP. Et ce qui me permet de rappeler que dans tous les établissements de la région, on a un référent Cadirel Santé qui généralement a déjà utilisé IFORAP. Bien entendu, au-delà des tutoriels qu'on a déjà à disposition à Cadirel Santé, il y a un tutoriel qui sera mis à disposition pour cette enquête précisément. Une fois les données retranscrites ou recueillies directement sur la plateforme IFORAP, vous avez la possibilité de générer automatiquement votre rapport de résultats à l'échelle du périmètre du recueil, c'est-à-dire que pour un établissement donné, il peut y avoir plusieurs services qui s'engagent dans la campagne, auquel cas il y aura plusieurs espaces et du coup autant de rapports de générés que de services engagés, ou des établissements sur plutôt du mono-activité souhaiteront réaliser le recueil à l'échelle de l'établissement et auquel cas il y aura un rapport pour l'établissement dans son intégralité. Bien entendu, le rapport qui est généré automatiquement sur cette plateforme, il appartient à la structure, donc il y a une confidentialité des résultats. Calirel Santé et la Société française de gériatrie et de gérontologie s'engagent à ne pas partager ni comparer nominativement les services les uns avec les autres, ni les établissements avec les autres dans le cadre de la participation à la campagne, mais plutôt de produire des résultats qui vont être agrégés de façon anonyme pour permettre d'avoir un rapport régional de résultats pour lequel on a programmé, et vous le verrez juste après, dans le calendrier de la campagne, un webinaire de restitution et de présentation des outils et ressources associés. En termes de calendrier, donc aujourd'hui c'est le webinaire de présentation de cette campagne Choisir avec soin en gériatrie. À l'issue de ce webinaire, on va vous renvoyer le replay du webinaire et un formulaire qui va vous permettre de vous engager dans la campagne. Donc ça sera à renseigner en ligne. On vous propose un engagement jusqu'au 15 décembre 2024, vous permettant d'ici la fin de l'année de sensibiliser et de préparer l'organisation de cette campagne auprès des usagers et des professionnels. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, on aura un webinaire de présentation pour les représentants d'usagers ou représentants des familles en décembre, co-organisé avec France Asso Santé. On vous met à disposition un kit qui va vous permettre d'informer la CDU, le Conseil de la vie sociale, et puis des affiches aussi qui peuvent être mobilisées tant pour les usagers que pour les professionnels. En fait, vous avez tout un kit de présentation de la campagne et de communication associé. Comme on vous l'a présenté, en fait, on est sur un recueil un jour donné. Donc, c'est vrai qu'en termes de modalité d'évaluation, on reste quand même sur une méthode d'évaluation assez simple en termes de mise en œuvre. Donc, on vous laisse jusque la fin janvier 2025 pour recueillir les données, puisque l'idée de la campagne Choisir avec soin, c'est de partir certes d'un état des lieux, d'une photographie à un instant donné des pratiques, mais surtout de pouvoir mobiliser tout l'outillage que vous a présenté Anne-Sophie Bourreau, d'outillage pour communiquer sur les recos et surtout avoir des ressources pour améliorer les pratiques. Donc à partir de février 2025, c'est le début de la campagne Choisir avec soin, puisque vous allez définir et mettre en œuvre un plan d'action et sensibiliser et communiquer auprès des équipes. Donc, bien entendu, l'idée, c'est que ce soit réalisé en équipe pluridisciplinaire, avec cette boîte à outils qui sera mise à disposition. Et pour vous présenter les éléments de détail de cette boîte à outils et la restitution des résultats régionaux, on vous propose un webinaire régional de partage qui aura lieu en mars 2025, donc le 13 mars 2025. Je ne sais pas si Anne-Sophie, vous souhaitiez compléter des éléments. Non, non, après, ça peut paraître un petit peu abstrait pour ceux qui n'ont pas l'habitude. En tout cas, ça l'était pour moi au départ. Et pour donner une image, peut-être
que certains d'entre vous avaient participé aux enquêtes PUG, qui sont les enquêtes menées par la SFGG, des enquêtes mais qui sont un peu similaires dans le sens où c'est un recueil de données au sein d'un service sur une journée donnée. Alors il faut s'y mettre, mais une fois qu'on est installé et qu'on a une heure devant soi, je pense que ça dépend du nombre là en l'occurrence ici, ça dépend du nombre de recommandations sur lesquelles on souhaite travailler. Mais en tout cas, l'évaluation des pratiques n'est pas ce qui prendra probablement le plus de temps. Et par contre, ça peut être assez pertinent pour voilà, se remettre un petit peu en question sur nos prescriptions. Donc, voilà, c'est cette enquête qui dure, qui est assez courte finalement, sur l'évaluation des pratiques, sur ces quatre, en tout cas du côté plus médical, les quatre premières recommandations. La deuxième la cinquième a une méthodologie un petit peu différente. Et puis après, ce qui va être intéressant, ça va être la diffusion des outils mis à disposition pour voir voilà, les boîtes à outils. Donc les boîtes à outils, on est en train de travailler dessus, mais c'est pas si simple que ça de trouver des algorithmes de prescriptions qui conviennent à tous. D'avoir des documents d'information pour les patients, pour que les impatients puissent comprendre. Donc ça peut être des documents qui soient adaptés, faciles à lire et à comprendre pour que les patients comprennent aussi cette démarche de déprescription. Et donc tout ça, normalement, devrait se reposer sur des outils déjà existants, parce qu'il existe déjà pas mal d'outils, notamment des outils Omedit. Et puis, pour ne pas multiplier les outils, ça ne sert à rien de réinventer la poudre. Mais en tout cas, d'avoir un accès facile à ces outils pour aider à la déprescription. Et là, le fait que ce soit, j'allais dire, apporté sur un plateau, c'est un peu facile à dire parce qu'il faut quand même se les approprier et les comprendre et tout ça. Mais en tout cas, ils seront fournis et c'est déjà important de pouvoir les avoir. Oui, puis le fait de partir à l'échelle régionale et de s'embarquer dans une dynamique en fait de campagne où plusieurs équipes sur l'ensemble de la région s'engagent, c'est aussi un côté motivant de pouvoir se partager les réussites, les difficultés de communication. Et puis c'est vrai que le principe même de la campagne Choisir avec soin, c'est pas de s'arrêter à l'évaluation, mais de faciliter l'appropriation de ces recommandations qui sont malgré tout relativement simples, mais assez indispensables. Et le travail il est vraiment réel sur comment on accompagne le changement des pratiques. Et l'idée de cette boîte à outils est vraiment indispensable. C'est une étape incontournable de cette campagne Choisir avec soin. Dans tous les cas, l'accès à cette boîte à outils est bien entendu conditionné euh, au fait de réaliser la première étape d'évaluation, dans le sens où quand vous vous engagez dans la campagne, en fait, vous vous engagez sur chacune des étapes. Et c'est vraiment la plus-value de ces campagnes Choisir avec soin, c'est que l'étape boîte à outils et appropriation de la boîte à outils est aussi associée à la démarche. Donc, on a effectivement un calendrier resserré en début d'année, mais pour permettre progressivement la mise en œuvre des pratiques. Alors, très concrètement, au-delà des aspects de recours, de méthodologie, d'évaluation de pratique, si vous le souhaitez, on l'espère fortement, participer à cette campagne, en fait, à l'échelle de l'établissement, il faut que vous définissiez votre périmètre de recueil. En fait, quelles équipes s'engagent? Est-ce que c'est un service? Est-ce que c'est une unité? Est-ce que c'est à l'échelle de l'établissement? Et là où les recommandations sur lesquelles vous souhaitez et les équipes souhaitent s'évaluer. Ce qui est indispensable pour cette campagne, c'est qu'on ait un responsable de l'étude, qui n'est pas forcément le référent médical, hein. Souvent, les responsables de l'étude, enfin, des évaluations qui sont proposées à Calirel Santé, sont nos interlocuteurs qualité des établissements. En tout cas, il est indispensable, ce responsable de l'étude. Bien entendu, un référent médical s'il est différent du responsable de l'étude. Et puis, on souhaitait, pour faire le lien avec les pharmaciens, de pouvoir identifier le référent pharmacien au sein de la structure. Donc, tout simplement, ces éléments de recueil, ils sont à renseigner dans une fiche d'engagement via un lien qui va vous être adressé au cours de la semaine prochaine par Calirel Santé, avec la petite capsule du replay du webinaire et puis les outils pour communiquer sur le projet en interne. Nous, notre côté, côté Calirel Santé, une fois qu'on reçoit les engagements des établissements, eh bien, on crée tout simplement un compte utilisateur quand il n'est pas déjà créé, avec un accès aux outils demandés à réception de l'engagement.
On va ouvrir cette campagne 2024 sur la plateforme IFORAP et on reste en appui méthodologique et technique pour la mise en œuvre de cette évaluation. En individuel, vous allez pouvoir de façon instantanée et automatique générer votre propre rapport de résultats à l'échelle du périmètre de votre recueil. Mais nous, on aura aussi une autre étape supplémentaire en prévision du webinaire de mars 2025, c'est les résultats régionaux, pour lequel en fait la maquette d'agrégation anonyme des résultats est déjà prévue et ce qui nous permettra de vous restituer les résultats en mars 2025. Alors, le référent projet dans l'établissement, donc je vous indiquais que souvent, nous, à Calirel Santé, c'est le responsable qualité. Ça peut être le référent médical, bien entendu, sans aucun problème. Juste pour clarifier le rôle de ce référent projet dans l'établissement, il va s'assurer, il est garant du bon déroulement de l'analyse de pratique en établissement et il va communiquer sur le projet au sein de la structure. Il va constituer une équipe projet qui va inclure le référent médical quand le référent projet n'est pas ce dernier. Et puis il va avoir en charge en fait de diffuser le lien web d'accès au questionnaire aux professionnels concernés et puis d'accompagner la mise en œuvre du plan d'action d'amélioration, donc vraiment dans une conduite de projet d'évaluation des pratiques professionnelles. Alors voilà, on vous a présenté à la fois les aspects de contenu de ces recommandations proposées par la Société française de gériatrie et de gérontologie. On vous laisse ici les coordonnées d'Anne-Sophie Bourreau, le mail. Si toutefois vous avez des questions et vous souhaitez recomprendre contact avec elle pour les recommandations, la Société française de gériatrie et de gérontologie. Au niveau de la conduite de projet, moi je reste disponible pour répondre aux questions de mise en œuvre opérationnelle de l'enquête. Et concernant tous les aspects en lien avec la plateforme IFORAP, Guillaume Mabilot, qui est connecté aussi aujourd'hui, reste le référent de Calirel Santé sur le sujet. Donc pour l'instant, je ne vois pas de questions apparaître sur le chat, mais ce que je vous propose, c'est que je départage l'écran et qu'on puisse répondre à vos éventuelles questions ou remarques ou nécessité de compléments d'information par rapport à ce qui a pu vous être présenté. Et on va laisser la possibilité à chacun de réactiver son micro. Alors, je crois qu'il y a un micro qui s'est ouvert, n'hésitez pas. C'est pour piégeux quand il n'y a personne qui pose de questions. C'est que soit on n'a pas été assez clair et que c'est vraiment le flou, soit on a perdu du monde. En général, il y a quand même quelques questions. Donc, c'est pas un souci. Je sais pas si. Donc, je sais pas, en fait, dans les personnes qui sont présentes, s'il y a plusieurs référents qualité par centre, enfin, s'il y a des référents qualité par centre hospitalier, Alors, ou j'en si vois c'est quelques. principalement des. Alors, il y a un peu des deux. Alors, si j'interpelle l'un ou l'autre, ils vont me maudire, mais c'est pas grave, je vais quand même y aller parce que je vois quand même, on a le CHLVO qui est connecté. Jérôme, ah, tu te doutais que j'allais t'interpeller, Ah, Jérôme. pourquoi moi? Je suis Euh, désolé, je suis pas très visible. Non, non, mais votre présentation a été très claire. Donc, je pense que pour ça, il n'y a pas de question. C'est des exercices que on a pour certains déjà fait, hein, sur, notamment à l'initiative de l'Omédit, sur certaines pertinences de prescription. Non, moi, j'ai pas de remarques complémentaires. C'est très clair, c'est ciblé. Ça, je pense qu'on peut l'apprécier. Moi, j'avais une question, parce qu'en fait, le lien, enfin, c'est plus une question d'habitude, je dirais, mais on n'a pas tous le lien entre le référent qualité et les référents médicaux des unités. Est-ce que, par exemple, pour vous, ça, c'est un lien qui est facile, ou est-ce que, par exemple, là, donc je sais qu'il y a aussi des médecins hein, qui sont présents là sur la visio, et je ne sais pas si les médecins qui sont présents ont associé, enfin, ont un nom pour leur référent qualité. Donc c'était pour ça que j'interpellais, c'était de savoir là s'il y avait plusieurs binômes qui sont déjà présents et dont le lien est facile, ou finalement il y a aussi des gens qui sont assez plus isolés, on va dire.
Du coup, bah, moi, je suis un des médecins de l'hôpital de Corpry-sur-Logne, là. Et nous, on a bien un référent qualité, Juliette Bertrand. Et du coup, on travaillera avec elle sans problème. On est en contact très, très facile. Ouais, super. Et nous, sur la qualité au LVO, on travaillera assez facilement avec le responsable du pôle gériatrie, le docteur Aurélie Pierre. Ok. Je pense que ça doit pouvoir les intéresser. Alors, je ne sais pas s'ils seront peut-être en capacité de mener sur tous les secteurs gériatriques, mais je pense qu'on doit pouvoir cibler quand même quelques secteurs, trouver un médecin gériatre référent pour travailler là-dessus. Et je sais que les pharmaciens sont dans les starting blocks aussi. On comptait reprendre ça. Donc, je pense que le petit groupe de pilotage devrait se former assez facilement. Bon, voilà. Et puis, comme vous dites, ouais, un jour donné, nous, vu notre activité, on trouvera assez facilement les effectifs. Donc, je pense qu'on doit pouvoir programmer ça après les fêtes au mois de janvier. Ça devrait se mener assez ouais, assez facilement. Et si après, derrière, parce que c'est quand même ça l'intérêt, vous nous donnez des outils, je pense que ça sera super, quoi. Ouais, Euh, super. et tu as raison, Jérôme, d'insister dessus parce que c'est vraiment pas la partie évaluation. Donc le calendrier, il est serré, mais parce que c'est vraiment largement faisable dans les délais. On n'est pas du tout sur une démarche d'évaluation qui est chronophage à mettre en œuvre. Tu l'as très bien souligné, souvent dans les structures de plus petite taille, en fait, l'interconnaissance, elle se fait quand même très, très facilement. Et je crois, alors j'ai vu Fanny que tu étais connectée, mais qui a déjà eu des sollicitations et de ton côté, du côté Omédite, tu avais aussi communiqué qu'il y avait cette campagne qui était en cours de programmation en région Pays de la Loire. Donc c'est aussi une campagne qui est attendue dans plusieurs établissements. Oui, c'est ça, on avait communiqué au niveau de l'Eumédite. Et puis, c'est vrai qu'on a aussi donc en région un indicateur dans le cadre du CAQES, le contrat d'amélioration de la qualité des soins, en lien avec la pertinence des prescriptions chez les personnes âgées. Et donc, cette participation à cet audit, elle rentrera aussi totalement dans l'indicateur CAQES, donc valorisable aussi de ce point de vue-là pour les établissements. Et pour faire un peu de promo sur la Reco 5, dans le cadre des activités de Calirel Santé, on a en lien avec la CRSA, on mène un projet autour de l'implication des représentants d'usagers dans les dynamiques qualité des soins et sécurité des patients. Et là où on a certaines structures qui se questionnent sur une thématique qui peut être porteuse pour amener un travail collaboratif entre représentants d'usagers et professionnels de l'établissement, la Reco 5 peut être une belle opportunité de thématique, puisqu'au bout du compte, on va avoir un indicateur de pratique qui va permettre aussi d'améliorer les pratiques. Et en plus, le petit bonus, c'est qu'il y aura toute la boîte à outils associée pour accompagner le changement. Donc, pour faire le lien aussi avec d'autres travaux qu'on propose à Calirel Santé, bah, cette campagne, elle peut aussi s'articuler en transversalité avec d'autres projets, et en particulier sur la Reco 5. Pas que, mais en particulier sur la Reco 5. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de questions. Non, juste une, je pense que vous l'avez soulevé, Madame Bourreau, c'est d'avoir le listing des médicaments là, pour Oui. chaque. Ça serait peut-être pas mal, même si on aura toujours. Enfin, on va pas aller ouvrir des dossiers sans un docteur à côté, mais je pense que des fois qu'on se mette d'accord sur vraiment quels sont les médicaments concernés, ça serait peut-être pas mal d'avoir ça. Oui, ce que j'ai pas précisé d'ailleurs, c'est que au-delà du kit de com pour promouvoir la campagne et du kit outil pour après la campagne, il y a bien entendu, au-delà des grilles de recueil, il y a aussi des guides de recueil qui sont assez étoffés et qui sont alimentés. Je sais que nos collègues bretons là les remettent à jour régulièrement sur des questions qui sont remontées par d'autres régions qui sont parties un petit peu plus vite que la région Pays de la Loire. Et je vérifierai ce point-là, oui, tout à fait. Bah, super. Merci à tous. Alors, il n'y a pas de questions. Merci pour votre présence aujourd'hui. Et puis, en espérant vous revoir très bientôt. Du coup, si tout le monde s'engage, ce serait parfait. Voilà, donc on va recommuniquer
sur le replay, le support de présentation, la boîte de communication et tout le reste. Bien entendu aux participants à ce webinaire, mais on va le partager aussi plus largement à l'ensemble de nos interlocuteurs au niveau de la région. Donc n'hésitez pas, un, à revenir vers chacun de nous et puis deux, à relayer l'information, bien entendu. Et merci à tous Merci beaucoup. et à Merci, et à très bientôt. à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.